Chers téléspectateurs, nous allons maintenant parler de quelque chose qui fâche sur le continent. Oui, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais on va pinailler maintenant là-dessus. Le franc CFA est-il toujours une solution pour les pays africains? Je suis sûr que cette question ne va pas plaire dans les foyers. Il va dire, oh, on l'a jeté au point. Mais non, je pose juste la question. Abdou Sissi, quel est selon vous le vrai problème du franc CFA? Alors, le franc CFA a deux dimensions. C'est une monnaie qui a deux dimensions. Sa première dimension, c'est l'outil. L'outil CFA, le fait qu'on tienne des billets, qu'on échange, etc. Ça, les billets qu'on fabrique en France. Voilà. Chamalier est fabriqué en France. Voilà. Et pour donc, être utilisé en les billets, donc les moyens de paiement, tout ça, c'est l'outil. L'outil, quand on le regarde de très près, il n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que quand vous interrogez les banques centrales, elles vous disent qu'elles vont lutter contre l'inflation et elles vont faire en sorte qu'il y ait stabilité financière, qu'on peut aussi dériver en stabilité monétaire. Alors ces deux-là, c'est très bien géré. Donc voilà pourquoi je dis qu'eux, ils gèrent très bien l'outil. Ce qu'ils ne gèrent pas bien, ce que je considère qu'ils ne gèrent pas bien, c'est les banques centrales ne gèrent pas bien, africaines. Voilà, ouais, ça veut dire la BEAC et la BCEAO. Gèrent bien l'outil, les deux gèrent bien l'outil. Pourquoi? Parce qu'elles luttent contre l'inflation et elles gèrent la stabilité financière. Donc elles organisent la masse monétaire pour qu'il y ait stabilité financière. Ça, je considère qu'ils le font bien. Ce qu'elles ne font bien, ce qu'elles ne font pas bien, c'est que c'est le fonctionnement du franc CFA. C'est-à-dire que c'est le mode de fonctionnement du franc CFA qui est un problème. La façon dont le CFA fonctionne. C'est-à-dire, alors là, on va être très très succinct. Tout à l'heure, vous êtes revenu sur la Banque Centrale Européenne. Là, on va en parler clairement. Parlons-en. Quand la crise de 2008 a éclaté, la crise de subprime aux États-Unis, les États-Unis ont commencé à faire ce qu'on appelle le quantitative easing. Le quantitative easing, c'est quoi? C'est-à-dire que quand l'État américain, quand un des États américains a une dette qui arrive à échéance, au lieu que l'État s'acquitte de sa dette, non, si l'État devait la dette par exemple à la Chine, la Banque centrale américaine, la Fed, prend le titre de la Chine et lui paye. D'accord. Donc on dit que c'est de l'assouplissement monétaire. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez un État qui a des dettes qui arrivent chaque année, il y a des dettes qui arrivent à échéance. Prenons l'État du Texas par exemple. Voilà, qui a une dette par exemple de X, mais dans X il y a le principal. Le principal c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous empruntez, vous payez des intérêts jusqu'à l'échéance. Mais à l'échéance, le principal vous le payez. Si vous empruntez 100 et que les coupons c'est 10, chaque année vous payez 10, à l'échéance, à la dernière année, vous payez les 100. Donc on appelle le principal. Donc ce qui étouffe les États, c'est qu'elles sont très endettées. Et donc, quand les dettes arrivent à échéance, il faut payer le principal. Maintenant, c'est ce que la Fed fait. Elle dit, vous me donnez les titres, moi je paye à qui vous devez. Donc ça soulage l'État. Alors là, on laisse la balle de la Fed, on vient à la France. Dans les années 2015, la BCE l'a commencé. C'est-à-dire que quand la France a une courbe de dette, la France, elle est endettée. Elle a une courbe de dette. C'est-à-dire que dans cette courbe de dette-là, il y a des dettes chaque année qui arrivent à échéance. Mais chaque fois qu'une dette arrive à échéance, on regarde à qui la France la doit. Si elle peut devoir à des BNP, Société Générale, mais elle peut aussi la devoir à la Chine ou à des entreprises américaines qui avaient acheté la dette, etc. En tout cas, il y a des étrangers à qui elle peut devoir la dette. Qu'est-ce que la Banque centrale fait? Quand la dette arrive à échéance, comme la France n'a pas les moyens de payer, la Banque centrale prend les titres. La France donne à la Banque centrale les titres, la Banque centrale les tient, et comme l'euro est une devise, la Banque centrale paye. Et donc ça, la BCE l'a fait pour tous les pays européens. D'accord. Et pour le cas africain maintenant. Voilà, maintenant, ça c'est ce qu'on appelle ce qu'ils appellent l'assouplissement monétaire. Certains économistes africains disent que c'est de la fabrication d'argent. Mais on peut les comprendre. Pourquoi? Mais attends, la Banque centrale dit que pour faire de la planche monétaire, pour elle, c'est quand elle donne l'argent à l'État. Les banques centrales disent que quand elles fabriquent de l'argent et qu'elles donnent à l'État, c'est ça la planche. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est de l'assouplissement. Et que pour eux, ce n'est pas de la planche. J'ai dit d'accord, comme ce n'est pas de la planche, nous aussi Africains, il
faut qu'on trouve l'ingéniosité de régler nos problèmes. Bah oui. Donc, vous voyez, Mais comment? on arrive au Covid. Oui, 2020. En 2020, là-bas, la BCE, elle achetait des titres qui étaient dans le marché secondaire, des titres qui étaient déjà émises. Mais en 2020, quand la France a fait le quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte, et que vous restez chez vous, on vous paye, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? La France émettait des titres, avant même de les vendre à la BNP ou à eux, elle pouvait venir, après émission, présenter ça à la BCE lui donne l'argent. Waouh. Vous voyez ça? Est-ce que c'est... C'est pas politiquement correct, mais par contre, c'est le rôle d'une banque centrale. Attendez, ça veut dire que la BCE participe au développement des pays. Quand les pays ont des problèmes, la BCE règle les problèmes. Nous, nos banques centrales, cette forme de quantitative easing, ils l'ont fait à moindre mesure. Mais ils ne l'ont pas fait à hauteur de nos besoins. Déjà, ces banques centrales en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale ne sont même pas autonomes. Leur argent est battu en France. Comment voulez-vous qu'elles arrivent à pratiquer l'assouplissement? Je pense que même s'ils sont coincés par la France, ils doivent avoir la capacité quand même de faire de l'assouplissement correct. Maintenant, pourquoi ils ont peur de le faire? Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Ça, c'est une question qu'il faut aborder. Ah, peut-être qu'il faut toujours obéir au maître. Voilà. Le maître n'a pas donné l'ordre, on ne fait pas. Voilà. Alors, donc, quand je parle du mode de fonctionnement qui doit être revu, donc le fonctionnement du CFA, c'est ça le vrai problème, c'est que la façon dont le CFA est bâti, les gens de la BCAO, ils vous disent, ou de la BEC, qu'ils ne peuvent pas faire cet assouplissement. Pourquoi? Parce que c'est en 2017. En 2017, j'ai théorisé un modèle financier où j'ai dit, si on respecte ce modèle-là, on va financer nos projets. Je vais y revenir tout à l'heure avec la dette sénégalaise, pour donner un exemple. Alors, maintenant, si nos banques centrales, du fait qu'elles sont coincées dans l'accord de coopération et qu'elles ont des problématiques de devises à gérer à gauche, à droite, et donc elles ont aussi une forme d'émission monétaire à respecter, elles se disent qu'elles ne peuvent pas le faire. Mais je pense qu'elles doivent commencer à prendre le risque de le faire pour régler les problèmes des Africains. Si elles ne le font pas, je ne vois aucune solution, sinon que les Africains sortent du CFA. Moi, je ne vois pas d'autre solution. D'accord. Comment le franc CFA pourrait-il être une solution aux problèmes du Sénégal en particulier et des autres pays qui l'utilisent en général? Ah, mais je pense que c'est la question centrale. Alors, on revient sur la dette du Sénégal. Le Sénégal a aujourd'hui, en estimation, un peu moins de 17 000 milliards de dettes publiques. On l'avait arrondi. On l'avait arrondi, voilà. Dettes publiques. Alors, mais dans ces 17 000 milliards, quand vous regardez, parce que la dernière loi de finances que j'ai regardée, le principal doit représenter un peu plus de 11 000 milliards. C'est-à-dire, c'est le principal, ce qu'on a emprunté. Donc, entre 17 000 milliards et 11 000 milliards, vous avez 6 000 milliards. Donc, c'est les 6 000 milliards qui vont être des intérêts à payer. Mais les 11 000 milliards, c'est du principal. D'accord? Maintenant, je reviens en 2019. En 2019, Macky Sall avait dit qu'il avait des recettes de 2000 et quelques. Rien que les salaires qu'il payait aux Sénégalais, c'était 1000 milliards, environ 1000 milliards. D'accord? Le fonctionnement de l'État. Alors, le fonctionnement, il n'en parle même pas, parce que chaque année, il n'arrive même pas à fonctionner. Ah bon? Non. C'est-à-dire, en fait, il y a 2200 de recettes, d'accord? Rien que les salaires, ça lui coûte 1000. Ça lui prendrait presque la moitié. Le remboursement de la dette tournait autour d'un peu moins de 1000. D'accord? Et donc, tu vois, donc les recettes étaient bouffées à la fois par les salaires et les remboursements de dette. Donc, le pays n'arrive pas à fonctionner. Il n'y a pas d'investissement, voilà. Donc il n'y a pas de création d'emplois. Mais voilà, parce que ce qui lui restait au total dans l'année, c'était environ dans les 200 milliards comme ça. Et il doit fonctionner dedans, régler les déficits, etc., etc. Et donc du coup, elle emprunte. Donc, ça veut dire que en empruntant sur les marchés, on ne va jamais résoudre nos problèmes. Jamais. Ça c'est clair. Maintenant, et donc il y a deux problèmes. Parce qu'on emprunte dans les marchés. Le deuxième problème, c'est qu'il y a le FMI, la Banque mondiale, qui ne regarde que le compte d'exploitation général. Maintenant, quelle solution apporter à tout ça? Je donne un exemple. Moi, j'aime bien donner des solutions. Parce qu'en Afrique, on a trop de problèmes, on en discute tout le temps, mais rarement on propose des solutions. Un peu trop, je crois. Mais rarement on donne des solutions. Et là, je vais proposer une solution. La solution, c'est quoi?
nous sommes arrimés à l'euro. Nous ne sommes pas arrimés au yen, au yuan, non. quoi que ce soit, C'est au l'euro. rouble. Alors, Rien. si vous allez dans le dictionnaire des enfants de Molière, le arrimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand B est arrimé à A, ça veut dire que si A tourne à gauche, Ben, B tourne à gauche. si A tourne à droite, B tourne à droite. Si A continue, B continue. Continue. Donc ça veut dire que si on est arrimé à l'euro, la France à l'euro, donc si la France a des flexibilités monétaires à travers l'euro, nous aussi nous devrions lui bénéficier parce que nous sommes arrimés. Ah, Ça c'est une théorie, c'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est une logiquement. Voilà. Mais seulement, ce n'est pas le cas. Ouais, mais maintenant, comme c'est une logique, on va utiliser cette logique. Comment on va l'utiliser? Comment utiliser la logique? Aujourd'hui, on va prendre tous les pays africains qui sont dans la zone franc. Vous prenez la CEMA, les pays de l'Afrique de l'Ouest, tout ça. On prend toutes nos dettes et on prend le principal de toutes les dettes. Au 1er janvier 2025, on prend tous les principaux de la dette, on dit que maintenant, les banques centrales vont racheter le principal. La BEAC et la BCAO rachètent le principal. Après, les gens vont me demander comment ça va se faire. Je vais expliquer. Ils vont le racheter. Parce que s'ils acceptent de le racheter, ça veut dire que chaque année, nos États ne payent que les intérêts. Et donc, des recettes que nos États ont, s'ils payent que les intérêts, ils pourront avoir un peu de moyens de fonctionner. Donc, ils vont avoir un peu plus de liberté. Augmenter le salaire des fonctionnaires, s'occuper de certains services, parce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire au Cameroun, il ne fait jamais son travail. Parce qu'il trouve qu'il ne gagne pas assez d'argent. Il ne gagne pas assez d'argent. Donc, si les gens ne sont pas pour signer un document, il tend la main pour un francs. Mais voilà. Donc, en réalité, pas qu'au Cameroun. Mais c'est même partout en Afrique. Oui. Et donc, quand on fait cette méthodologie-là, maintenant, on va me demander cette histoire de la Banque centrale qui rachète les dettes, la partie principale des dettes, comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Mais on fait exactement ce que fait la France. Mais vous savez très bien, ici, le principe de la France est faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que je fais. Oui, mais maintenant, comme il y a comment est-ce que vous allez y arriver? Mais attends, comme maintenant en Afrique, vous avez des Abdou Cissé. Vous convoquez la France, vous convoquez les FMI, vous convoquez des Abdou Cissé, des gens 14 fois plus intelligents, des gens 25 fois plus compétents qu'Abdou Cissé. Il y en a plein en Afrique. Vous les convoquez et on se met ensemble à table, on discute. On leur dit, voilà, on va faire comme ça. Bon, ne dites rien à ce que je vais avancer là, d'accord? Ne dites rien, car vous travaillez en Afrique. Est-ce qu'Alassane Ouattara pourrait faire cela? Permettez-moi d'en douter. Est-ce que Oligui Nguema pourrait faire cela? Non, sûrement. Est-ce que Paul Biya pourrait le faire? Ouais, mais... Kaka Déby pourrait le faire? Oui, je pense qu'il pourrait. Est-ce que Touadéra pourrait le faire? Il en est encore venu demander les 10 millions d'euros ici à Emmanuel Macron. Pensez qu'il pourrait le faire? Vous voyez donc que le vrai problème de ce Français fait des Africains, c'est la qualité de leurs dirigeants aussi. Hein. Ne dites rien. Protégez vos marchés là-bas. Voilà. Alors non, mais c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai déjà organisé quelque chose dans ma conscience. C'est qu'en Afrique, on a passé beaucoup de temps à penser que nos problèmes, c'est les dirigeants. On a beaucoup pensé que nos problèmes, mais parce que aussi, on ne propose pas de solution. Parce que aussi, on a des dirigeants qui sont ce qu'ils sont, etc. Et vous les voyez ces derniers temps. Moi, vraiment, en 5 ans, j'ai senti un regain de panafricanisme chez nos dirigeants. Et partout. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que Biya, vous le voyez, vous les Camerounais, vous parlez toujours de votre président. Mais là, le jour où il a dit en réunion, c'était à la CEMAC, où il a carrément dit que la façon dont la dette est gérée n'était pas... Mais il s'est rebellé. Attention, c'est à nous de proposer des solutions. Proposons. Et moi, je ne veux plus qu'on tape sur nos dirigeants. À l'exemple, nous disait au Sénégal, on a choisi maintenant nos dirigeants. Nous, on a choisi... C'est qu'il n'est pas encore dans plusieurs pays. On a choisi Diomaye et Sonko. Donc, interdit de critiquer. Il ne faut pas critiquer. On va les aider. S'ils écoutent. S'ils écoutent, voilà, on les accompagne. Mais on ne critique pas. Vous, tout ce que je reçois ici, si ces dirigeants écoutez vos émissions, ou bien ils vous appelleraient pour discuter avec vous. Donc voilà. Mais ça viendra, c'est pas très facile, hein. C'est pas très facile. Les choses arrivent doucement. Moi je ne suis pas très pressé. Bon,
Monsieur le Président, écoutez nos émissions. Il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans. On poursuit. En tout cas, on peut racheter nos dettes. Les banques centrales peuvent les racheter. Maintenant, on va me dire que pour la partie extérieure de la dette, comment la banque centrale va faire? Parce qu'en fait, on a une dette intérieure, une dette extérieure. Du côté de l'intérieur, les banques centrales peuvent prendre de l'argent CFA et payer. Ce n'est pas le cas de l'extérieur. De l'extérieur, il va falloir avoir des devises. Des devises. Oui. Ah oui, parce que si on a une dette envers la Chine, si la Banque centrale doit payer la Chine, la Banque centrale ne peut pas donner des CFA. Il faut donc que les CFA passent par la banque, par le trésor public français. Mais il faut des devises. Il faut que les CFA passent par le trésor public français. Oui, ça c'est éternellement. Mais non, dans le contexte aujourd'hui du CFA, il faut qu'on ait des devises. Mais on a signé un contrat avec la France qui dit que si on a besoin de devises, elle nous donne. Et si la France respectait ces accords avec l'Afrique, on n'en serait pas là. On peut l'inviter à la On est d'accord ou pas? On peut l'inviter à la respecter. Voilà. Bon. À la lecture de vos multiples contributions au débat sur le franc CFA de Sicile, vous disiez, je vous cite, c'est vous qui l'avez dit, avant de sortir du CFA, les Africains doivent réclamer leur dû. Sinon, ils perdront beaucoup d'argent. Comment expliquez-vous votre phrase? Vous m'avez vraiment lu. Hein. Je glane un peu, je cherche un peu avant de recevoir l'invité. Ça fait plaisir de voir que... Vous l'avez dit, c'est bien sûr. Non, je l'ai dit exactement comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez par là? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, il n'y a qu'en Afrique où on dit aux gens, vous êtes endettés, donc vous avez un passif, parce qu'une dette c'est un passif, mais on ne leur dit jamais, mais qu'est-ce que vous avez en actif? Or, dans tout exercice, on ne regarde pas seulement le passif, on regarde l'actif. Quand un comptable fait le bilan, il fait l'actif-passif. Il ne fait pas l'actif seulement et il tire des conclusions. Il regarde l'actif et le passif. Mais en Afrique, nous, les gens qui sont de l'autre côté, qui nous regardent, ils ne regardent que notre passif, nos dettes. Ils ne cherchent pas à regarder, mais nous, en fait, qu'est-ce qu'on a en actif? Maintenant, quand les gens vous doivent quelque chose et que vous leur devez quelque chose, il faut faire le différentiel. Nous, la dette qu'on doit, c'est clair, on doit à la France, on doit à la Chine, on doit aux États-Unis, on doit à tout le monde. Et personne ne dit jamais ce qu'il nous doit. Voilà, maintenant, moi j'ai réfléchi sur ce qu'on nous doit. Voilà. Et pourquoi je dis que les gens nous doivent et que si on sort du CFA comme ça, on risque de perdre beaucoup d'argent? La raison est simple. Dans les années 80, le FMI a instauré, avec l'appui de la France, des ajustements structurels. Quelles étaient les causes? Les causes, c'était quoi? C'est-à-dire qu'on sortait en 78-79 du choc pétrolier et nous n'avions pas de devises. Nous avions des problèmes de devises. Il y a un économiste sénégalais, Matar Diouf, qui a fait un texte excellent là-dedans. Et je m'en suis inspiré. Et donc, nous avions des problèmes de devises. Et comme on a signé un accord de coopération avec la France devrait amener les devises. Normalement. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité le FMI à venir nous faire les ajustements structurels. C'était Michel comme dessus à l'époque. Ce nom me dit quelque chose. Un français. Ouais. Comme d'habitude. Alors, quand on a fait les ajustements à partir de 1980, quand on est arrivé jusqu'aux années 93-94, côté d'évaluation, en tout cas, la France et les FMI se sont rendus compte que les ajustements n'ont pas été bénéfiques. N'ont pas été bénéfiques pour l'Afrique. Mais bon. Alors, en 2023, il y a eu des échanges entre FMI et Banque mondiale aux États-Unis, où le directeur du FMI avait bien dit, reconnu que ces ajustements-là, c'est un tort. Et vraiment, un tort aux pays africains. De la même chose qu'ils ont reconnu que ce qu'ils ont fait à la Grèce, c'était un tort. Voilà, alors, donc les gens reconnaissent qu'ils nous ont fait perdre du temps. Maintenant, moi j'ai regardé le temps qu'on a perdu depuis 1980 jusqu'à maintenant, du fait qu'on nous a fait des ajustements. Comment je l'ai fait? J'ai fait un modèle mathématique dans lequel je fais interagir les budgets annuels que nous avons, les dettes annuelles que nous gérons, les PIB que nous avons, et tout ça. J'ai fait interagir tout ça, et j'ai fabriqué un modèle dans lequel je regarde, si on n'avait pas fait les ajustements, combien ça coûte. Et j'ai trouvé un montant. Je vais y revenir. Ça c'est un. J'ai trouvé un montant.
Donc je dis que ce montant-là, je le regarde en date de 2024, mais c'est un montant qui a été estimé à partir des années 80. Mais c'est ce qu'on appelle un calcul actuariel. D'accord? Donc on fait plutôt de la capitalisation, on prend les problèmes, on les capitalise jusqu'en 2024 et on donne la valeur. Ça relève du métier d'actuariat. Après, on arrive en 93, avant 94, avant l'évaluation. On arrive en 93, fin 93, la France est en cohabitation. Mitterrand est président, et Chirac, la droite a gagné les élections législatives. Chirac ne va pas être Premier ministre, il a Balladur arrive, les caisses de la France sont vides. Ouais, les caisses de la France, ça j'ai fait toutes ces recherches. Il n'y avait pas d'argent dans les caisses françaises. Ça revient souvent, il n'y a pas souvent d'argent dans les caisses françaises. Mitterrand, les gens l'ont un peu truqué en disant que l'État-providence, il a trop dépensé, etc. Mais en tout cas, la France n'a pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe en ce temps-là, tu sais, avant octobre 93, tu pouvais prendre des CFA de l'Afrique de Douala, tu prenais tes CFA, tu allais à Dubaï, tu achetais ce que tu veux. Et les gens de Dubaï, ils prenaient les CFA, ils les retournaient au Trésor français, le Trésor français leur donnait des devises. C'est comme ça que ça se passait. Alors on arrive en octobre, Balladur arrête la convertibilité. Sous prétexte, il dit, mais attendez, ces Africains-là, nous leur garantissons leur monnaie et ils vont acheter chez nos concurrents. Ils n'en donnent pas le droit d'acheter. Attends, mais en fait, ça, ce n'est pas marqué dans en fait, le contrat ne l'interdit pas. En fait, il nous impose quelque chose. Et donc, on a changé le traité, on a arrêté la convertibilité. Donc, ça veut dire que le traité, le CFA, je disais que c'était un traité. Le traité n'a toujours pas été touché. Écoutez bien, Koulibaly, il l'explique très bien. Je vais la voir. Le traité n'a pas été touché, mais on a arrêté la convertibilité. On a arrêté la convertibilité. Alors, l'arrêtant d'octobre 93 jusqu'en 2024, 10 janvier 2094, parce qu'ils l'ont arrêté en octobre 93, et le 10 janvier 2094, on a dévalué. D'accord? On a dévalué. Donc, la dévaluation, maintenant, on va regarder ce que ça nous coûte jusqu'en 2024. Le fait qu'on a dévalué, quel est le retard? Alors maintenant, pourquoi maintenant on doit réclamer quelque chose sur la dévaluation? C'est parce que quand tu regardes les universitaires français, ils prennent l'accord de coopération qu'on a avec la France, ils disent que c'est un contrat d'assurance. Ça je l'ai décortiqué dans l'article dont je vous parle de 2020. Ils ont fait la démonstration. Les universitaires français, ils ont dit que la France est un assureur, mais c'est un drôle d'assureur. Un drôle d'assureur. Ce sont les universitaires français qui disent cela. Je l'ai écrit dans l'article. Il faut voir cet article. Le passage du texte où je l'ai pris là, je l'ai même marqué. C'est Nongo Sambasila qui m'avait donné le passage. Nongo Sambasila que nous saluons et que j'aimerais bien. Voilà, bonjour. Alors donc, le passage même où les universitaires disent que la France est un drôle d'assureur, le passage il est dedans. Les universitaires français, vous précisez. Les universités français. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'on arrive, la France a signé un contrat pour dire que si vous n'avez pas de devise, je vous donne. On n'a pas de devise, au lieu qu'elle donne les devises, elle dévalue. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? C'est ça le problème. C'est ce que les Africains, il n'y a pas de discussion sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? Alors, comme nous avions un compte d'opération en France, donc, il y a un compte de la monnaie CFA spécifique en France. Dans ce compte de la monnaie, avant, quand vous aviez un franc français, c'était 50 francs. 50 francs CFA. Après, on change, on fait un franc français, ça fait 100 francs CFA. Ah oui. Donc, voilà. Donc, mais quand on dévalue le franc CFA, donc son équivalent avec la devise, va baisser de 50%. Voilà. Et donc dans le compte de la monnaie en France, dans ce compte-là, le passif baisse. Et quand le passif baisse, il y a assez d'actifs pour couvrir. Et donc on dit, allez, comme on a dévalué, c'est fini, on n'a plus besoin de vous donner des devises. Le fait de dévaluer, c'était pour éviter de nous amener des devises. Parce que dès qu'on a dévalué, donc le compte d'opération et le compte de la monnaie n'avait plus de problème. Et le compte d'opération aussi n'avait plus de problème de besoin de devises. Alors maintenant... Mais les économies locales... Ah mais attends, là tu es en train de parler des problèmes. Mais moi je suis en train d'accuser la France d'abord. Dans l'accusation, comme c'est un contrat qu'il a signé, il signe un contrat en assureur, il dit si tel événement se réalise,
Nous apportons. Nous apportons des devises. Donc voilà, donc la solution c'est ça. Maintenant, l'événement se réalise. On il n'apporte n'apporte pas, voilà. on dévalue. Maintenant, maintenant, même si on est en 2025, ou 2024, un contrat d'assurance, il n'y a pas de Il n'y prescription. a pas de prescription, non? Donc ce qu'on dit, on dit à la France, maintenant tu payes. Maintenant, comme ce qu'il devait payer là en 93, j'ai fait le calcul de sa valeur en 2024. Ça me donne combien? Ah mais doucement, j'ai fait le nous avons les chiffres ici. Ça donne combien d'argent? Attends, j'ai fait ce calcul-là et je l'ai rajouté au calcul que j'ai fait en disant que du fait qu'on nous a fait les ajustements structurels, ça nous a coûté tant. Voilà, donc j'ajoute ces deux montants-là. Quand j'ajoute ces deux montants-là, c'est 5 fois, entre 4 et 5 fois la dette totale de l'Afrique. Cela signifie que Tikenja Fakoli avait raison de poser la question, ainsi donc l'Afrique doit du fric. Finalement, c'est la France qui doit de l'argent aux pays africains. Plus que la France. C'est-à-dire que la France, c'est grave, c'est sûr, mais le FMI, la Banque mondiale aussi, parce qu'eux, ils ont participé aux ajustements. Et ils sont d'accord qu'ils se sont trompés. Ils sont d'accord, ils l'ont dit. Ah, mais ils l'ont dit. Donc, alors, quand on a fait du tort à quelqu'un, on le répare. Voilà. Quand est-ce qu'il répare? Demandons de l'argent qu'on nous doit, on le met à côté, ça fait de l'actif devant le passif est nul. C'est terminé. Waouh! Vous avez compris, chers téléspectateurs? Moi aussi, j'adore mon émission. J'apprends des choses comme vous. Pour terminer, non, j'ai encore une question préparée et une non préparée à vous poser. Vous permettez, hein, même si le temps court. En 2 minutes, pouvez-vous nous permettre de mieux comprendre certaines choses? Vous êtes expert en actuariat. J'ai à peu près compris ce que c'est, mais ce n'est pas sûr que tout le monde l'a compris. Vous êtes expert en actuariat pour des compagnies comme Dangote Cement. Et consorts, c'est quoi concrètement votre boulot? Il consiste à quoi? Il consiste à quoi? Alors, c'est très intéressant. Alors, je vais commencer par expliquer en quoi consiste le boulot. Après, pour finir, je vais définir l'actuariat. Il vaut mieux que je définisse l'actuariat après. Alors, quand vous prenez Dangote, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Dangote a des filiales qui sont là-bas. Et pour ces filiales-là, Dangote, par exemple, doit tenir ses comptes tous les ans. Alors, en tenant ses comptes tous les ans, là maintenant, quand vous prenez la convention collective des entreprises, par exemple au Sénégal, qui sont dans l'industrie, parce que ce que Dangote est classé dans les sociétés industrielles. On prenait la convention collective, en dehors des salaires qui sont payés aux employés de Dangote, il y a ce que la convention dit, qu'en fait c'est des droits aux salariés, mais ces droits-là, les salariés ne peuvent les exercer que quand ils terminent leur carrière dans la société. Tu vois? Donc on dit que ce sont des indemnités de fin de carrière. Vous payez un salaire, mais chaque année, si vous avez de l'expérience, si vous avez des années que vous passez dans, vous gagnez toujours des droits qui vont dépendre de votre dernier salaire, mais ces droits-là, on ne vous les paye que si vous restez. Si vous êtes fidèle jusqu'au bout de votre carrière. Voilà. Si vous partez, c'est perdu. Si vous partez, c'est perdu. Donc, un salarié africain qui a fait 15 ans dans une société qui démissionne, qu'il fasse attention parce qu'il a perdu 15 ans en droit indemnité fin de carrière. Vous voyez? Maintenant, avant, ces droits-là, les entreprises pouvaient faire le calcul, mais on ne leur imposait pas de mettre ça dans le bilan. On leur imposait de laisser ça dans les annexes des bilans. En disant, dans l'annexe, tu fais que signifier, tu dis, alors je dois peut-être à telle personne, truc, mais en fait, on ne le compte pas dans le bilan. Maintenant, comme on sait que maintenant la retraite est un vrai problème en Afrique, l'OADA a changé dans le système, dans le SUSQUADA, le système comptable, l'OADA a changé. Depuis le 1er janvier 2018, l'OADA a dit que si vous avez des engagements de retraite de ce genre, on vous conseille d'aller le valoriser chez un actuaire et de le comptabiliser, vous le mettez dans le bilan. Et quand on met un passif dans le bilan, il faut mettre un actif en face. Donc il faut le provisionner. Donc ça fait en sorte que, même si la société a des problèmes, l'argent n'est pas dans la trésorerie. Et donc les salariés sont sûrs que leur argent est quelque part dans le bilan. Même s'ils ont quitté l'entreprise, ils ont cet argent? Non, ceux qui quittent, on ne les compte plus. C'est perdu. Mais c'est pour ceux qui restent. Donc ce sont ces engagements de retraite-là qu'il faut valoriser dans les entreprises. Et c'est ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que les entreprises pouvaient calculer les droits directs. Par exemple, s'ils calculent les droits directs, ils font comme si tout le monde partait aujourd'hui. Et donc, ils calculent ce qu'on doit aujourd'hui à tout le monde si tout le monde partait. Mais ce montant-là, ce n'est pas un montant qu'on peut mettre dans un bilan, parce que ce n'est pas un montant réel.
Parce que les gens sont encore là, mais il y a aucune. Les gens peuvent l'année prochaine ne plus être là. Donc ils peuvent ne pas bénéficier de ça. Ils peuvent décéder, comme ils peuvent aussi changer d'entreprise. Et donc tous ces paramètres-là, nous en tant qu'acteurs, on les prend en compte et on calcule un montant raisonnable qu'il faut mettre dans le bilan pour être sûr qu'on va couvrir ce passif. Vous êtes dans vous êtes complémentaire aux experts comptables. Comptable, voilà. C'est-à-dire que quand l'expert comptable quand le commissariat au compte doit venir vérifier les comptes, donc si le commissariat au compte fait son travail correctement et que la société a des engagements qui atteignent 500 millions, 1 milliard, etc., le commissariat au compte doit dire, alors on va chercher un actuaire qui valorise le montant. Je vais envoyer cette émission à ma grande sœur qui est expert comptable. Je commence à apprendre son métier en plateau. Mais c'est sur ça que je travaille avec beaucoup d'experts comptables qui sont au Cameroun. Je suis leur actuaire conseil. Quand ils ont des comptes à gérer en fin d'année, donc ils passent par le cabinet Cisco Consulting. Nous, on valorise les engagements de retraite et on fait le reporting. Parce qu'en fait, derrière, il y a un reporting qu'on appelle l'IAS 19 et l'IFRS. Et donc, quand les sociétés sont cotées en Europe, qu'elles ont des filiales en Afrique, on doit faire l'IFRS. Mais quand les sociétés ne respectent que le Cisco ADA, on ne fait pas l'IFRS, mais on fait l'IAS 19. Et là, on fait le reporting CSB et CSB bis. IFRS. Insurance quoi? Est-ce que ça signifie? Non, norme comptable internationale, il faut l'appeler comme ça. Norme comptable internationale. Norme comptable internationale. Il fallait qu'on comprenne, moi je te perds de temps.